des Alpes de Provence. Une des dernières grandes oliveraies de France s'étage dans cette vallée fertile de la Durance et sur les collines qui la surplombent. 200 familles environ vivent encore de sa production. Au début du siècle, l'exode rural et la mécanisation de l'agriculture portent un premier coup aux oliviers de Provence. Les terrasses difficilement accessibles sont peu à peu abandonnées. Dans la plaine, les cultures intensives s'imposent. Mais l'olivier conserve une place importante dans le paysage, même s'il recule devant l'extension des vergers de pommiers, de poiriers et surtout devant les grands champs de maïs irrigués. Peu à peu, l'olivier s'est retiré sur ses hauteurs. Au tournant des années 80, une catastrophe frappe les cultures. Bénéficiant d'une série d'hivers doux et humides, un parasite, la cochenille, se met à pulluler. Elle secrète une sorte de miel noir, la fumagine, qui englue l'arbre, le noircit, l'asphyxie. Découragés, les oléiculteurs désertent les lieux les plus élevés, les plus inaccessibles. Les dernières terrasses, les bancos sont abandonnés. Conséquence, chaque été, les incendies ravagent la forêt et la friche qui ont gagné du terrain. Les murs de pierre sèche ne sont plus entretenus et s'effondrent. Après les fortes pluies d'orage, les glissements de terrain se multiplient. Pour les agriculteurs de la région, c'est une véritable catastrophe. Tout le patrimoine transmis patiemment au rythme du cycle des saisons risque de disparaître, et avec lui, de nombreuses petites exploitations. Mais c'est la survie même de l'oléiculture qui est remise en question, avec tout un savant savoir-faire. C'est bon. J'ai repris la ferme avec mon frère de mes parents, qu'ils avaient eux-mêmes acheté un petit peu avant 1900. On a à peu près une quinzaine d'hectares de vieux oliviers qui sont des oliviers à peu près bi- ou tricentenaires. On a vraiment un terroir qui est exceptionnel. Et certains disent que les oliviers ont pris ce goût du terroir, et que l'huile d'olive a le goût du terroir. On voit que même que le jaune a bien été poussé par le gel. Le cycle de l'olivier, on commence par la taille au mois d'avril. Là, pendant quelques temps, donc, les oliviers se déshabillent. Après le mois de mai-juin, donc, on attend la floraison avec impatience. Quand la floraison est terminée, que la pollinisation s'est faite correctement avec un coup de pouce des éléments du vent, du soleil, eh bien, il reste à attendre que les fruits, donc, pendant tout l'été, se nourrissent du soleil et de l'eau. On dit ici, dans notre pays, qu'à Sainte-Catherine, qui était le 25 novembre, l'huile monte à l'olive. C'est-à-dire qu'avant Sainte-Catherine, on ne ramasse pas les olives et que dès le 25 novembre, on peut commencer à lancer. Face à la concurrence des grands pays méditerranéens comme l'Espagne, la Grèce ou l'Italie, la France ne peut résister. Ces terres de culture sont installées sur la limite nord de la zone de l'olivier, sur des terrains escarpés et peu accessibles à la mécanisation. Pour résister, les oléiculteurs misent sur la qualité et la tradition plus que sur la quantité. Il leur faut une olive parfaite. Aussitôt cueillie, elle part au moulin. Là, elle est pressée à froid sans même être lavée. Pas question dans ce cas de recourir à des traitements chimiques, car sa peau et sa pulpe doivent être totalement exemptes de traces ou de résidus d'insecticides. En 1980, pour lutter contre les méfaits de la cochenille et autres parasites, la région lance un vaste plan de sauvetage. Elle confie à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, le soin de développer une méthode naturelle. André Panis se lance dans la lutte biologique. Alors ça, c'est Opus concolor, un insecte qui a fait beaucoup parler de lui, qui est parasite la mouche de l'olive. Il a été très utilisé, élevé, lâché en Sicile. En France, ça vaut rien, il passe pas l'hiver. Ah ben voilà, nous y voilà Bartleti, le fameux Metaphicus. Voilà, c'est lui. Vous le voyez en train de pondre. En utilisant les insectes pour lutter contre d'autres insectes, Panis reproduit ce qui se passe dans la nature. Là, un insecte est toujours entouré d'un cortège d'ennemis qui régularise sa population.
Mais parfois, les prédateurs disparaissent. Ainsi, pour lutter contre la cochenille, il a fait venir d'Afrique du Sud un petit cousin de l'abeille, le Metaficus, qui pond ses œufs sous la carapace du ravageur et le dévore de l'intérieur. À l'époque où je faisais des lâchers expérimentaux un peu partout, évidemment, on lâchait de grosses bêtes. Et on s'en fichait pas mal, c'était pas payant, c'était gratuit. On a débarrassé dans des zones importantes, les écoles de Saint-Césaire, Breil-sur-la-Roya, tout ça, complètement râpé la cochenille. Ça aux endroits où les gens s'acharnaient à traiter chimiquement contre la cochenille à l'époque. Donc ça, c'est les années 80, les années où il y avait la vague écologiste. J'ai eu de la chance. C'est passé comme une lettre à la poste. Parce qu'il y avait des gens dans l'agriculture qui pensaient qu'il y en avait assez des insecticides à outrance. André Panis prend son bâton de pèlerin et parcourt la Provence. À Breuil-sur-la-Roya, il convainc un professeur. Pendant 6 ans, le professeur et ses élèves vont élever des cochenilles d'abord, responsables de l'asphyxie des oliviers, et puis des métaficus. La cochenille régresse et avec elle la fumagine. Les oliviers sont sauvés. Panis, alors, rencontre les oléiculteurs qui ramassent les olives dès l'arrivée des premiers frimas. Dans les années 50, on ramassait les olives avec une corbeille qu'on pendait au cou, quoi, et puis une à une, comme ça, c'est pour pas. Alors, parce qu'il n'y avait pas trop de gants encore comme aujourd'hui. Il y en avait qui chauffaient des pierres, qui se les mettaient dans la corbeille, de temps en temps ils se chauffaient les mains. Ou alors, on s'entortillait pour pas avoir les doigts qui saignent, on s'entortillait avec du sparadrap les doigts tous les matins. Il y en a qui ramassent 100 kilos par jour, même plus. Mais ils viennent tôt et puis ils sont plus agiles. Oh, mais Sangal, c'est vrai qu'il fait froid. Hein. Un morceau de bois. Voilà. Les agriculteurs s'arrêtent à l'huile sur le terrain avec l'instinct tendre du même leurs insectes. Au premier temps, nous, on a fait nos élevages directement à la ferme. Mais c'est pas facile parce que c'est aussi un métier, je crois. Hein. Donc, je crois que là, maintenant qu'on a la chance d'avoir des sociétés qui se sont attelées à ce problème, eh bien, on peut le divulguer et on peut dire aux gens, allez-y, ça marche. Les agriculteurs poussent un ouf de soulagement quand une société Biotop prend la relève. Ici, c'est une salle où on élève d'une part la cochenille et d'autre part le métaficus. Alors pour élever la cochenille, on utilise des germes de pommes de terre. Il n'est pas facile d'avoir des oliviers dans des salles climatisées. Ce sont les cochenilles parasitées sur les germes de pommes de terre qui sont conditionnées pour être expédiées aux utilisateurs pendant la période d'utilisation qui est en général au mois d'avril-mai. À Antibes, Biotop s'installe dans les années 80. 10 employés permanents, de nombreux saisonniers, puisque c'est en avril qu'il faut produire et élever les insectes qui vont sauver les cultures. Au départ, soutenue par la recherche publique, l'entreprise fonctionne aujourd'hui grâce au financement de l'UNCA, l'Union nationale des coopératives agricoles. Biotop est le premier producteur français d'insectes destinés à l'agriculture. Des métaficus, des coccinelles, des trichogrammes. Un marché méconnu et important car les pertes dues aux ravageurs, aux maladies et aux mauvaises herbes représentent environ 500 milliards de francs à échelle mondiale. Le développement de la lutte biologique est très différent d'un projet à l'autre. Le métaficus vient juste de démarrer, ça reste très limité. Notre activité principale, c'est la production et l'utilisation d'un insecte pour la lutte contre la pyrale du maïs qui s'appelle le trichogramme. Ce qui fait le succès d'une méthode de lutte biologique, c'est la capacité à produire l'insecte ravageur ou prédateur au stade industriel. Ainsi, pour lutter contre la pyrale, une chenille qui détruit 100 000 hectares de maïs par an, on élève avec succès des trichogrammes, une petite guêpe qui pond ses œufs dans ceux de la chenille. On l'encapsule et on la diffuse par hélicoptère. En Russie, des usines automatisées en fabriquent 8 millions par jour. Les techniques de lutte biologique se développent.
parce que les consommateurs réclament du bio, parce que les grandes cultures sont de plus en plus fragiles et les insectes de plus en plus résistants aux produits chimiques. Dans le cas de l'olivier, le problème est plus complexe. Pour le Metaficus, le développement est encore au tout début. C'est plusieurs dizaines d'oliculteurs qui utilisent le Metaficus, mais ça commence à être connu. On avait jusqu'ici un problème surtout de disponibilité. On ne maîtrisait pas encore tout à fait cette production, et c'est quelque chose qui va certainement se développer parce que l'olivier et l'olive, avec la lutte biologique, ça va bien ensemble puisque le produit est destiné à la consommation humaine directement. Bonjour, ça va? Comme chaque année, Christophe L'Enfant se rend à la ferme d'André Pinatel pour faire un diagnostic des dégâts causés par la cochenille et procéder à un lâcher de Metaficus. Celui-là, là. Voilà. Ah oui, là, on y voit bien. Hein. Bon, là, il y a peut-être un petit peu beaucoup de vent pour lâcher, mais enfin bon, dans les arbres, ça... On va les mettre où s'il y a une on va haie, commencer par les endroits à l'abri, là, derrière les chênes. Cette zone là qui est très attaquée en fait. Ben, c'est tous ces arbres qui étaient particulièrement atteints, qu'on a sabrés. Et on voit d'ailleurs les dégâts. C'est celui qui a été complètement étouffé, qui a été asphyxié par la fumagine. Voilà, quand il y a trop de fumagine, Voilà. la plante elle travaille plus et Tout le rideau extérieur a complètement été asphyxié. Les Metaficus, élevés sur les germes de pommes de terre, vont donc être lâchés dans les oliviers et vont pondre dans les œufs de la cochenille. À la différence d'un prédateur qui mange ses ennemis comme la coccinelle les pucerons, le parasite se développe au détriment de la larve dans l'œuf de son ennemi. On n'est pas sûr de tout détruire au niveau des cochenilles. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est qu'il n'y a pas de résidus dans l'huile. Ça, on en est sûr. Donc, je crois que s'il faut le faire tous les ans, lâcher 1 ou 2 flacons par hectare pour être sûr de maintenir la population de cochenilles à un taux relativement acceptable, eh bien, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut admettre. Outre les difficultés de production industrielle, le deuxième obstacle à la lutte biologique est le risque de prolifération. le risque d'importer des insectes qui viennent d'ailleurs, il existe, mais il faut y mettre des nuances. Déjà, il y a une circulation de plantes avec le commerce actuel, donc ça veut dire que dans beaucoup de programmes, on est amené à aller chercher des auxiliaires qui sont originaires du lieu d'origine du voyageur. Deuxième remarque, le plus souvent quand on apporte des auxiliaires comme ça, à la différence d'autres produits, ils sont très spécifiques. C'est-à-dire que tant que le ravage est présent, l'auxiliaire se maintient, mais quand il n'y a plus de ravageur, en général, il meurt. Outre les difficultés de production, le risque de prolifération est donc le deuxième obstacle à la lutte biologique. Attention aux erreurs. L'introduction d'un insecte nécessite la plus grande prudence. Utile dans une région, il peut devenir à son tour hostile dans un autre pays si les régulateurs n'existent pas. Les grandes régions d'échange comme la Méditerranée sont particulièrement exposées aux risques. Sur les terrains qui restent inaccessibles aux tracteurs, la lutte biologique remplace avantageusement les insecticides, à condition que les agriculteurs aient suffisamment de temps à lui consacrer, car l'entretien de l'olivier est déjà très complexe. On va essayer de dégager les oliviers, puis de les restructurer, leur donner un peu une forme normale, parce que bon, je pense que depuis le temps que plus personne n'y a rien fait, quoi, c'est un peu l'anarchie, alors on va essayer de restructurer ça, quoi. Jean-Michel est un des 17 jeunes agriculteurs de la région qui a décidé au début des années 90 de repartir à l'assaut des terrasses abandonnées.
Moi je suis venu à l'Olivier parce que j'ai travaillé 20 ans dans l'imprimerie, puis bon, j'ai été muté à Monaco et donc comme j'avais envie de rester au pays, quoi, et qu'au pays c'est pas évident forcément de faire quelque chose, j'ai fait un peu une étude de marché. Bon, l'huile d'olive c'est un bon produit, quoi. Je pense qu'il y a des débouchés, donc ce qu'il faut c'est produire suffisamment de la qualité. Ça fait 3 ans que j'ai commencé mon projet, bon, et puis ça commence à prendre tournure, voilà. Aujourd'hui, j'ai environ 2000 arbres en fermage et j'ai planté 2000 jeunes, quoi. Et je pense que bon, ça me permettra de vivre, quoi. Je dis pas de gagner de l'argent, mais au moins de vivre. Donc là, on le nettoie, un peu sévèrement, mais bon, c'est une nécessité. On élimine les branches qui rentrent, les branches qui superposent, les branches qui croisent. Quand on a fait ça, déjà, on a fait une grosse partie du travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'olivier a besoin de lumière et aération, quoi. Donc, on fait en sorte de ne pas laisser de bois à l'ombre. Bon, ça sert à rien. On va le lever. Là, ça, bon. Allez, ça ne fait pas. On a essayé, mais bon, le métaficus, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est avec des froids comme cette année là qui durent à moins de 10 pendant un mois ou même plus, le métaficus, il faut savoir qu'il n'existe plus, quoi. Et toutes les années, il faut recommencer, quoi. Et là, c'est pareil, c'est encore une histoire de coup de revient, quoi. Le problème il est là, quoi. Parce que bon, même qu'on vend de l'huile à 90 francs, quand on fait nos comptes à la fin de l'année, bon ben, on y passe du temps, hein. Face à des décennies d'emploi des produits chimiques, les agriculteurs prennent du recul et de la prudence. Ils choisissent une conduite d'exploitation raisonnée, c'est-à-dire de bon sens. Être économe de l'eau, attendre que les maladies se soient déclarées avant de traiter, utiliser des produits sélectifs qui tuent l'ennemi en préservant les autres insectes utiles à l'arbre. André Pinatel a choisi de retenir cette méthode. L'olivier, c'est quelque chose qui nous a toujours passionnés. Et c'est vrai que maintenant, c'est devenu un peu à la mode. Mais par contre, je crois qu'il faut qu'on soit assez au point au niveau des techniques pour essayer de garder au maximum comme image de l'olivier une culture propre. C'est-à-dire que l'on traite peu, parce que je crois qu'il ne faut pas dire qu'on ne traite pas du tout, mais qu'on traite le moins possible. Et en tout cas, qu'on essaye de raisonner nos traitements en fonction des besoins et pas avec un calendrier systématique. Ce n'est pas simple. Contre les 3 ravageurs de l'olivier, la mouche qui pique le fruit, la teigne qui dévore les rameaux et la cochenille qui l'étouffe, on pouvait multiplier les traitements avec le risque de voir les insectes devenir résistants. En utilisant la lutte raisonnée, André Pinatel choisit un insecte contre la cochenille, un produit chimique contre la mouche et un produit naturel contre la teigne, le Bacillus thuringiensis. C'est un insecticide biologique. Si on veut être assez respectueux de l'environnement, il faut qu'on arrive à faire des dosages assez précis. Parce que c'est des fois un peu simple de dire, bon ben, je mets une bonne dose pour être sûr de tuer tout ce que je veux tuer. Mais par contre, on fait des dégâts quand même. Et voilà. Bien, ben avec ça, normalement, on doit pouvoir traiter correctement. Soigneusement dosé, le bacille est mélangé à de l'eau avant d'être répandu sur les arbres. Il propage une maladie qui tue les larves par intoxication. Mais à dose précise, il présente pour l'homme et l'environnement une toxicité beaucoup plus faible que les produits chimiques. Grâce au traitement mis au point par l'INRA, l'olivier connaît aujourd'hui un regain d'intérêt important dans le département. Le verger qui était tombé à moins de 143 000 arbres en 1993 en compte aujourd'hui plus de 200 000.
Combien tu as là? 199. Combien aujourd'hui là? 194. Bon, allez, messieurs. Allez, vas-y, pardon. La voiture suivante. Bonsoir. Malgré une production en hausse, la France ne couvre aujourd'hui que 10% de sa consommation. De récentes études scientifiques ont montré les bienfaits de l'huile d'olive pour la santé humaine. Résultat, les consommateurs en sont de plus en plus friands. Et pour faire face à une demande qui a triplé en 3 ans, il faut donc importer toujours plus d'huile en provenance des pays du sud de l'Europe. L'Espagne, c'est une énorme production. Quand on se trouve devant les moulins, ce sont des montagnes d'olives. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille l'olive en Espagne. Je ne vais pas dire qu'on la travaille au bulldozer, mais enfin, on travaille donc avec des très très gros moyens. Donc on est dans l'industrie, complètement dans l'industrie. Et moi j'ai envie de dire, nous concernant français, globalement, et puis bien sûr dans les Alpes-de-Haute-Provence, on va dire que pour se comparer, on est un peu des artisans de l'huile d'olive, même voire des orfèvres de l'huile d'olive, sachant qu'on travaille l'olive en toute petite quantité. En Espagne, moi j'ai vu des moulins qui triturent dans la matinée ce que nous on réalise, enfin ce que les 7 moulins du département réalisent en 2 mois. Avec 200 tonnes d'huile d'olive produite chaque année, la démarche des oléiculteurs ne pouvait être que différente. Pendant 6 ans, ils ont travaillé pour obtenir la prestigieuse appellation d'origine contrôlée. Multiplication des procédures, des dégustations. L'INAO, l'organisme certificateur, est enfin convaincu. Bien sûr, les oléiculteurs d'Aimé ont d'abord dû faire la preuve que leur huile possédait des qualités qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Mais surtout, ils ont dû harmoniser leur plantation. Aujourd'hui, c'est la variété à gland d'eau qui domine. Ils ont dû également faire la chasse à ceux qui décidaient de poursuivre les traitements chimiques. Car le moindre résidu d'insecticides ou de pesticides anéantirait tous leurs efforts. Donc ça, on s'en sert pour les dégustations. Donc voilà, par exemple, ici un lot qui pourra être soumis à la dégustation. La couleur n'est ni une qualité, ni un défaut. Donc d'où ce gobelet de couleur bleutée. Alors, une huile, ça se déguste. On a ce qu'on appelle les arômes olfactifs, les arômes de nez. Donc on a cette première étape de la dégustation. Et puis ensuite, après, la dégustation, ce sont les arômes de bouche. Comme le vin, l'huile se positionne sur le terrain des produits haut de gamme. Huile aux arômes artichauts de fruits secs, huile onctueuse, à la couleur verte très prononcée. Elle peut se vendre entre 90 et 120 francs le litre. La culture de l'olivier a aujourd'hui trouvé son équilibre et tout un terroir en bénéficie. En introduisant des méthodes de culture plus douces, les oléiculteurs ont gagné le pari sur la qualité. Mais pour les grandes cultures, l'avenir de la lutte biologique reste incertaine.